Mon mari m'a dit un jour, à partir de maintenant, c'est moi qui déciderai quand nous nous parlerons ou passerons du temps ensemble. Arrête de me courir après. Et honnêtement, je n'arrive pas à croire que je me sois un jour suffisamment rabaissé pour t'épouser. Tu n'as jamais été et ne seras jamais à mon niveau. Alors, j'ai arrêté. 2 semaines de silence plus tard, il s'est présenté à mon travail, voulant récupérer la femme qu'il pensait avoir brisée. Sincèrement, je n'arrive pas à croire que je me sois un jour rabaissé au point de t'épouser. Tu n'as jamais été et ne seras jamais ne serait-ce qu'approchant de mon niveau. Mon mari, Nicolas, m'a dit ces mots exacts un mardi soir d'octobre, alors que je me tenais dans notre salle à manger, vêtu de la robe que j'avais choisie pour célébrer mon prix d'institutrice de l'année. Il était rentré avec 3 heures de retard pour le dîner spécial que j'avais préparé, avait à peine jeté un coup d'œil à la table dressée avec la vaisselle de notre mariage et les bougies vacillantes, et avait prononcé ce qu'il considérait clairement comme une correction attendue de longue date à notre mariage. Dorénavant, c'est lui qui déciderait de nos moments d'échange et de partage. Je devais cesser de le poursuivre comme un chiot désespéré en quête d'attention. Il a comparé nos salaires comme si la valeur humaine pouvait se mesurer sur une feuille de calcul. Mes 48 000 € en tant qu'institutrice en CE1 contre son futur statut d'associé dans un cabinet d'avocats prestigieux, et il a décrété que nous n'étions pas égaux. Puis, il est passé devant moi, est entré dans son bureau et a refermé la porte, me laissant seul avec le saumon froid et les bougies mourantes. Je n'ai ni pleuré, ni supplié, ni frappé à cette porte pour exiger des réponses. Au lieu de cela, j'ai senti quelque chose de froid et de clair s'installer en moi, comme la glace se formant sur un lac en hiver. Si mon mari voulait le silence et la distance, s'il croyait vraiment que m'épouser avait été un abaissement pour lui, alors je lui donnerais exactement ce qu'il demandait. Je le ferais avec une obéissance si parfaite que 2 semaines plus tard, il se tiendrait dans le hall de mon école, des roses à la main, suppliant le retour de la femme qu'il pensait avoir anéantie. Avant de continuer, je tiens à vous remercier d'être ici et de partager ces récits de force et de reconquête de sa propre valeur. Si vous pensez que personne ne devrait se faire dire qu'il est inférieur à son partenaire, pensez à vous abonner. C'est gratuit et cela nous aide à toucher plus de personnes qui ont besoin d'entendre ce message. Maintenant, voyons comment le puissant parcours de Manon se déroule. Mais je dois revenir en arrière et expliquer comment nous en sommes arrivés à ce moment précis, car la cruauté de cette soirée n'est pas apparue de nulle part. Elle s'était construite au fil des mois, par petites touches que je n'avais cessé d'excuser, expliquant chaque petite coupure jusqu'à ce qu'elle s'accumule en quelque chose que je ne pouvais plus ignorer. J'avais passé tout l'après-midi à préparer ce dîner, avec une attention méticuleuse pour chaque détail. Le saumon poêlé était cuit exactement comme la mère de Nicolas me l'avait appris durant les premiers mois de notre mariage, à l'époque où elle prétendait encore que j'étais assez bien pour son fils. Les asperges étaient rôties avec la juste quantité d'huile d'olive et de sel de mer. J'avais fait 3 magasins différents pour trouver le bon vin rouge qu'il préférait, du genre qui coûtait 40 € la bouteille et représentait une part non négligeable de mon budget course de la semaine. J'avais sorti la vaisselle de notre mariage, que nous gardions dans le vaisselier pour les grandes occasions. Des pièces que nous avions reçues en cadeau 3 ans plus tôt de la part de parents qui croyaient investir dans un mariage durable. Les bougies étaient de sel, coûteuses, qui brûlent proprement sans fumer, disposées dans les chandeliers en cristal que nous avions mis sur notre liste de mariage mais rarement utilisés. Ce dîner était censé avoir une signification. Après 6 ans à enseigner en CE1, à mettre tout mon cœur pour aider des enfants de 7 ans à apprendre à lire, à écrire et à développer leur esprit critique sur le monde qui les entoure, j'avais été choisie comme institutrice de l'année de mon école. Cette reconnaissance était accompagnée d'une petite prime que j'avais déjà mentalement allouée au remboursement des prêts étudiants que je continuais de payer. Les prêts que j'avais contractés pour nous soutenir pendant la dernière année d'études de droit de Nicolas, quand l'argent était rare et que j'occupais 2 emplois pour nous maintenir à flot. Plus que l'argent, ce prix représentait la validation que mon travail comptait, que les longues heures, l'investissement émotionnel et le soin sincère que j'apportais à ma classe avaient été remarqués et appréciés. Je voulais partager ce moment avec mon mari. Je voulais que Nicolas me regarde comme il le faisait lors de notre première année ensemble, quand il me présentait aux événements du cabinet, la main posée au creux de mon dos, et disait à ses collègues que j'étais la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée. Je voulais qu'il soit fier de moi comme j'avais été fier de lui quand il avait réussi l'examen du barreau, quand il avait gagné sa première affaire majeure. Quand l'associé principal avait commencé à parler de lui comme d'un futur associé malgré son jeune âge relatif. 18h30 est arrivé et passé sans un mot de Nicolas, au-delà d'un SMS à 17h disant qu'il serait à la maison pour 18h30.
J'ai vérifié mon téléphone à plusieurs reprises, regardant les minutes s'accumuler en heures. 19 heures est passée, puis 20 heures. Le saumon restait au chaud dans le four mais perdait sa texture parfaite. Les asperges ramollissaient. Les bougies avaient fondu d'un bon centimètre. Je lui ai envoyé 2 SMS, lui demandant si tout allait bien, s'il comptait toujours rentrer pour dîner, et n'ai reçu aucune réponse à aucun des 2 messages. À 21 heures, j'étais passé de l'inquiétude à la résignation. Ce n'était pas la première fois que Nicolas avait des heures de retard sans explication ni excuse. Au cours des 6 derniers mois, c'était devenu une habitude pour laquelle je trouvais constamment des excuses. Il subissait une pression énorme au travail. L'évaluation pour son association lui prenait tout son temps et son énergie. Des clients importants nécessitaient son attention à des heures imprévisibles. De grosses affaires exigeaient de longues nuits au bureau. Je me répétais ces choses sans cesse, construisant des justifications élaborées pour un comportement qui, au fond de moi, je le savais, n'était que du mépris déguisé en obligation professionnelle. Quand la porte s'est enfin ouverte à 21h30, je me suis levé de la table de la salle à manger où j'étais assise dans la lumière déclinante des bougies. Mon cœur s'est brièvement soulevé d'un espoir irrationnel qu'il allait peut-être s'excuser. Qu'il remarquerait peut-être les efforts que j'avais faits. Que nous pourrions peut-être sauver quelque chose de cette soirée. Nicolas est entré, vêtu d'un de ses costumes de créateur, sa cravate déjà desserrée autour du cou, son attention fixée sur l'écran de son téléphone. Il n'a pas levé les yeux en entrant. Il n'a pas remarqué la table dressée avec notre vaisselle spéciale, ni senti l'odeur du dîner que j'avais gardé au chaud, ni vu les bougies qui vacillaient encore. Il a simplement longé la salle à manger en direction de son bureau à domicile, ses pouces s'agitant sur son téléphone dans ce mouvement de frappe constant qui m'était devenu plus familier que son contact. Je me suis déplacé rapidement pour l'intercepter, me plaçant dans le couloir avant qu'il ne puisse disparaître dans son bureau et fermer la porte. Les mots sont sortis d'un trait, vif et enthousiaste d'une manière qui me fait honte maintenant quand j'y repense. Je lui ai parlé du prix, de ma sélection comme institutrice de l'année, de la cérémonie de remise qui aurait lieu le mois prochain au gala de la circonscription scolaire. Ma voix portait l'espoir, l'excitation et un besoin désespéré qu'il s'en soucie, qu'il reconnaisse cette réussite, qu'il montre le moindre signe que mes accomplissements comptaient pour lui. Nicolas a levé une main sans me regarder. Ce geste, petit et dédaigneux, était en quelque sorte pire que tout ce qu'il a dit par la suite. C'était la façon dont on ferait taire une interruption lors d'un appel téléphonique important. La façon dont on repousserait une serveuse essayant de remplir votre verre d'eau quand on est au milieu d'une conversation qui compte vraiment. Il s'est arrêté dans le couloir et a enfin levé les yeux de son téléphone, et j'ai vu son visage enregistré non pas de l'intérêt ou de la fierté, mais de l'irritation d'avoir été retardé dans ce qu'il considérait comme plus important que cette conversation. Ce qu'il a dit ensuite est sorti avec la voix qu'il utilisait probablement avec la partie adverse pour annoncer de mauvaises nouvelles, cliniques, précises et totalement dépourvues de chaleur. Il m'a dit que nous devions établir de nouvelles règles de base pour notre mariage. La phrase semblait répétée, comme s'il avait planifié ce discours pendant son trajet de retour, ou peut-être depuis des semaines avant ce moment. À partir de maintenant, c'est lui qui déciderait quand nous nous parlerions ou passerions du temps ensemble. Je devais arrêter de lui courir après comme un chiot désespéré, mendiant des miettes d'attention. C'était épuisant, a-t-il dit, et franchement indigne de nous deux. Il a marqué une pause, et je l'ai regardé desserrer sa cravate d'une main tandis que l'autre tenait toujours son téléphone. Il n'avait pas cessé de regarder son écran, même en me disant cela, comme s'il ne pouvait pas m'accorder toute son attention, même pour la tâche de restructurer notre mariage. Puis est venue la partie qui allait se rejouer dans mon esprit pendant chaque nuit d'insomnie qui a suivi, les mots qui allaient définir tout ce qui viendrait après. Il a dit qu'il n'arrivait pas à croire qu'il s'était un jour suffisamment rabaissé pour m'épouser, que je n'avais jamais été et ne serais jamais à son niveau. Il a exposé les faits avec la précision d'un avocat présentant des preuves. J'étais une institutrice en CE1 gagnant 48 000 € par an. Il était sur le point de devenir associé dans l'un des cabinets d'avocats les plus prestigieux de la région, avec un salaire qui serait au minimum le triple du mien. Nous n'étions pas égaux, a-t-il dit, et il était fatigué de faire semblant. La comparaison a été livrée comme un fait plutôt qu'une opinion, comme si ma valeur en tant qu'être humain pouvait être calculée avec précision en comparant nos revenus annuels et en me trouvant catastrophiquement insuffisante. Puis il est passé devant moi, est entré dans son bureau et a fermé la porte. Le son de cette porte se refermant en un clic a résonné dans notre maison de campagne en Provence avec une terrible finalité. Je suis resté là,
dans le couloir entre la salle à manger et son bureau, incapable de bouger, mon esprit luttant pour traiter ce qui venait de se passer. Derrière cette porte fermée, je pouvais entendre le faible son de sa voix au téléphone, probablement avec un collègue ou un client, menant des affaires qui comptaient plus que l'épouse qu'il venait de démolir. Je suis retourné lentement dans la salle à manger et j'ai regardé tout ce que j'avais préparé. Le saumon sur notre vaisselle de mariage, maintenant froid et figé. Les asperges qui avaient perdu leur texture parfaite. Le vin coûteux, ouvert sur la table. Les bougies brûlant plus bas dans leur chandelier en cristal. Tout semblait différent maintenant. Transformé par ces mots, passant d'une célébration à la preuve de mon espoir insensé et de mon inadéquation fondamentale. Voilà ce qui arrivait quand quelqu'un qui gagnait 48 000 € par an essayait de prétendre mériter la reconnaissance, la célébration ou le respect de base de quelqu'un sur le point de devenir associé dans un cabinet prestigieux. Je n'ai pas pleuré cette nuit-là. Ce fait m'a surprise plus tard, quand j'ai eu le temps d'y réfléchir, car les larmes auraient été la réponse naturelle au fait que votre mari vous dise que vous épousez était un acte d'abaissement. Mais au lieu de chagrin ou de cœur brisé, j'ai senti autre chose arriver sans y être invité. C'était froid, clair et impitoyable, comme de l'eau gelant pour devenir de la glace ou de l'acier forgé dans le feu. L'homme que j'avais épousé, l'homme dont je portais le nom de famille, l'homme que j'avais soutenu pendant ses études de droit en occupant 2 emplois, en contractant des prêts et en sacrifiant ma propre sécurité financière, venait de me dire que je ne serais jamais assez bien. Que ma valeur pouvait être calculée sur une feuille de calcul comparant les salaires et le statut. Que notre mariage était un acte de charité de sa part plutôt qu'un partenariat entre égaux. Je suis resté dans cette salle à manger, fixant la porte fermée du bureau, et j'ai pris une décision. Si Nicolas voulait le silence, s'il voulait décider quand nous communiquions, s'il croyait vraiment que j'étais si loin en dessous de lui que notre mariage représentait un abaissement, alors je lui donnerais exactement ce qu'il demandait. J'honorerais sa demande avec une conformité si parfaite qu'il finirait par réaliser l'erreur catastrophique qu'il avait commise. Je respecterais ses limites si scrupuleusement qu'il en viendrait à comprendre à quoi ressemblait vraiment sa vie sans le système de soutien invisible que je lui fournissais depuis 3 ans. Je me suis déplacé dans la salle à manger comme quelqu'un accomplissant un rituel familier pour la dernière fois. J'ai débarrassé la table et emballé le saumon non consommé dans du papier d'aluminium, le plaçant dans le réfrigérateur où il resterait intact jusqu'à ce que je le jette quelques jours plus tard. J'ai soufflé les bougies et regardé les minces filets de fumée s'élever vers le plafond. J'ai rangé la vaisselle de mariage pièce par pièce, me demandant si nous l'utiliserions un jour à nouveau. Et sachant déjà la réponse, j'ai pris la bouteille de bon vin rouge coûteux et je l'ai versé dans l'évier de la cuisine, regardant le liquide sombre s'en aller en tourbillonnant, 40 € disparaissant dans le siphon comme un symbole approprié pour la soirée, et peut-être pour tout notre mariage. Puis je suis monté à la chambre d'amis et j'ai fermé cette porte, créant ma propre frontière en réponse à la sienne. Le sommeil n'est pas venu cette nuit-là, mais la planification, oui. Allongé dans ce lit inconnu, fixant le plafond, j'ai commencé à réfléchir à la suite avec une clarté surprenante. Malgré le choc qui résonnait encore en moi, Nicolas venait de me donner quelque chose de précieux sans s'en rendre compte. Il m'avait donné la permission d'arrêter d'essayer, la permission d'arrêter de marcher sur des œufs, la permission d'arrêter d'être la seule personne dans notre mariage qui semblait se soucier de sa survie. Il avait déclaré les règles de l'engagement, et je suivrais ces règles avec une obéissance si parfaite qu'il finirait par comprendre ce qu'il avait perdu. Le lendemain matin, je me suis réveillé avant l'aube et je me suis déplacé dans notre maison avec une nouvelle détermination. Je suis allé à la cuisine et j'ai fait du café, mais une seule tasse. J'ai préparé le petit déjeuner, mais seulement assez pour une personne. Quand Nicolas est sorti de notre chambre vers 7 heures, ajustant encore ses boutons de manchette et consultant son téléphone, il s'est arrêté à l'entrée de la cuisine, l'air confus. La confusion fut brève mais visible. Pendant 3 ans, j'avais préparé son petit déjeuner chaque matin sans faute. Son omelette au blanc d'œufs et petits légumes. Son pain complet grillé. Son café préparé exactement comme il l'aimait, avec un sucre et un nuage de crème. La routine avait été si constante qu'il avait cessé d'y penser, en était venu à s'y attendre, de la même manière qu'on s'attend à ce que l'électricité fonctionne quand on appuie sur un interrupteur. Je me suis assise à la table de la cuisine avec mon café et mon propre petit déjeuner simple, et je l'ai regardé calmement. Je lui ai dit que je supposais qu'il préférerait s'occuper de ses propres repas dorénavant, puisqu'il était si capable et que j'étais apparemment si loin en dessous de ses standards que mes services n'étaient plus requis. Les mots sont sortis poliment, sans aucune trace de colère ou de sarcasme,
et cela a semblé le déconcerter encore plus que l'absence de petit déjeuner. Nicolas a ouvert la bouche comme pour dire quelque chose, puis a semblé y réfléchir à 2 fois. Il a attrapé sa mallette sur le comptoir où je l'aurais normalement placée avec son ticket de teinturerie et un rappel sur ce qu'il m'avait demandé de gérer ce jour-là. Rien de tout cela n'était là maintenant. Il est resté un instant, regardant autour de la cuisine comme s'il cherchait quelque chose qu'il ne pouvait pas tout à fait identifier, puis s'est dirigé vers la porte. Je l'ai regardé partir sans lui offrir le baiser d'adieu qui avait été autrefois automatique, sans lui rappeler sa réunion de l'après-midi ni lui demander à quelle heure il rentrerait pour le dîner. La porte s'est refermée derrière lui et je suis resté seul dans la cuisine avec mon café, sentant le silence s'installer autour de moi. Ce silence ne me semblait plus inconfortable ou tendu. Au contraire, il semblait plein de possibilités. Il avait le goût de la liberté. Ce premier jour de mon retrait stratégique s'est avéré plus difficile que je ne l'avais prévu, mais pas pour les raisons que j'attendais. Nicolas ne me manquait pas. Je ne me sentais ni seul, ni triste, ni pleine de regrets quant à la décision que j'avais prise de lui donner exactement le silence qu'il exigeait. Ce qui s'est avéré difficile, c'est de rompre 3 ans d'habitudes soigneusement construites qui étaient devenues aussi automatiques que de respirer. Mon corps avait appris à fonctionner d'une certaine manière et maintenant je lui demandais de tout désapprendre. Je me suis assise à mon bureau pendant la récréation du matin, tandis que mes élèves de CE1 jouaient dehors sous la surveillance du surveillant de cours de récréation. Mon téléphone était posé sur le bureau à côté de mon cahier de préparation et j'ai surpris ma main l'atteindre sans pensée consciente. Mon pouce s'est dirigé vers l'écran pour ouvrir mes messages, un réflexe musculaire. Je me préparais à taper le SMS habituel, demandant à Nicolas comment se passait sa matinée ou s'il avait besoin que je prenne quelque chose en rentrant. Je me suis arrêté juste avant de toucher l'écran et j'ai retiré ma main comme si le téléphone était soudainement devenu brûlant. Cela s'est reproduit pendant mon heure de préparation et de nouveau pendant que mes élèves déjeunaient. À chaque fois, j'ai dû activement contrer l'impulsion qui avait été renforcée quotidiennement pendant 3 ans. J'ai décidé de rediriger cette énergie ailleurs. J'ai pris mon téléphone et j'ai envoyé un SMS à ma sœur Chloé à la place, lui demandant si elle voulait dîner avec moi un de ces soirs. Nous n'avions pas passé de vrais bons moments ensemble depuis des mois, car j'avais toujours quelque chose à faire pour Nicolas. Chloé a répondu presque immédiatement avec enthousiasme et 3 points d'exclamation, disant qu'elle s'était inquiétée pour moi et qu'elle adorerait qu'on se voie. Ensuite, j'ai envoyé un message à mon amie Léa, que j'avais négligé parce que Nicolas semblait toujours avoir besoin de quelque chose le soir, au moment où j'aurais pu entretenir mes amitiés. Léa a répondu en disant qu'elle pensait que j'avais oublié son existence et a suggéré que nous nous retrouvions pour un verre vendredi après le travail. J'ai même répondu à un email de Camille, l'institutrice en CM2 du bout du couloir, dont j'avais décliné les invitations à déjeuner au moins 6 fois au cours de la dernière année parce que je me dépêchais toujours de rentrer à la maison pour m'assurer que Nicolas ait un vrai dîner qui l'attende. Quand je suis finalement entré dans la salle des professeurs cet après-midi-là avec mon déjeuner, Camille a levé les yeux de sa salade avec une véritable surprise. Elle était assise seule à l'une des petites tables rondes, corrigeant des copies en mangeant, et son visage s'est illuminé en me voyant. Je lui ai demandé si je pouvais me joindre à elle, et elle a immédiatement déplacé sa pile de copies pour me faire de la place. Nous avons parlé de choses sans importance particulière. Camille m'a parlé de ses vacances au Costa Rica qu'elle prévoyait pour les vacances de printemps, me montrant des photos sur son téléphone de l'école où elle avait réservé une chambre. Elle s'est plainte d'une réunion parents-professeurs difficile qu'elle redoutait la semaine suivante avec une mère qui refusait de croire que sa fille avait besoin d'un soutien supplémentaire en lecture. Elle a partagé son opinion sur les changements de politique discutables de la nouvelle directrice concernant la préparation aux évaluations nationales. J'ai réalisé, en discutant, que cette simple conversation avec une autre adulte sur des sujets qui n'avaient rien à voir avec la gestion des besoins de Nicolas, l'anticipation de ses humeurs ou l'assurance que sa vie se déroulait sans accroc, m'avait manqué. Camille m'a demandé comment se passait ma semaine et je me suis surprise à lui parler de mon prix d'institutrice de l'année. Sa réaction a été tout ce que celle de Nicolas aurait dû être. Elle m'a attrapé le bras et a littéralement poussé un cri de joie, disant que je méritais absolument cette reconnaissance et qu'elle avait toujours pensé que j'étais l'une des meilleures enseignantes de l'école. Nous avons passé le reste du déjeuner à discuter de la cérémonie à venir, de ce que je devrais porter et si je ferais un discours. Quand la sonnerie a retenti, signalant la fin de la pause déjeuner, je me suis sentie plus légère, comme si le simple fait d'être vue et célébrée par quelqu'un qui s'en souciait sincèrement avait libéré une pression que j'ignorais porter. Au 3e jour, quelque chose a changé d'une manière que je n'avais pas anticipée.
Je me suis réveillé ce matin-là, j'ai suivi ma routine de douche, d'habillage et de préparation pour le travail. Et à peu près au moment où je me brossais les dents, j'ai réalisé que je n'avais pas pensé une seule fois à Nicolas. Je ne m'étais pas demandé à quelle heure il rentrerait. Je n'avais pas mentalement passé en revue son emploi du temps pour anticiper ce dont il pourrait avoir besoin de moi. Je n'avais pas vérifié mon téléphone pour voir s'il avait envoyé des messages pendant la nuit. Cette prise de conscience m'a arrêté en plein mouvement, ma brosse à dents toujours dans la bouche. Pour la première fois en 3 ans, Nicolas n'était pas le programme de fond qui tournait constamment dans mon esprit. À l'école ce jour-là, j'ai enseigné le cycle de l'eau à mes élèves de CE1 avec une concentration et un enthousiasme sincères. Nous avons fait une expérience avec des glaçons et de l'eau chaude pour démontrer l'évaporation et la condensation. Et je me suis retrouvé pleinement présente dans l'instant, plutôt que de planifier mentalement le dîner ou de m'inquiéter d'avoir oublié quelque chose dont Nicolas avait besoin. Pendant la récréation, j'ai aidé à régler un conflit à la récréation entre 2 garçons qui se disputaient pour savoir qui utiliserait le terrain de basket. Et je l'ai géré avec patience et humour, au lieu de l'efficacité distraite avec laquelle j'opérais depuis des mois. J'ai planifié les leçons de la semaine suivante sans vérifier une seule fois mon téléphone pour voir si Nicolas avait envoyé un SMS. L'espace mental qui avait été consommé par la gestion de ces exigences était soudainement disponible pour d'autres choses. Je me sentais physiquement plus légère, comme si j'avais porté un lourd sac à dos pendant si longtemps que j'avais oublié ce que c'était de marcher sans ce poids sur mes épaules. Pendant ma pause déjeuner avec Camille, j'ai réellement goûté ma nourriture au lieu de manger machinalement. Alors qu'une partie de mon cerveau planifiait déjà le dîner, j'ai remarqué la saveur des tranches de pommes que j'avais préparées, la texture du pain de mie de mon sandwich, la douceur fraîche de mon thé glacé que j'avais apporté de la maison. Camille a remarqué le changement avant que je ne le reconnaisse pleinement moi-même. Elle a penché la tête en m'observant et a dit que je semblais différente. Plus légère, c'est le mot qu'elle a utilisé. Elle m'a demandé si quelque chose de bien s'était produit et je lui ai répondu que je faisais juste quelques ajustements dans ma vie. Elle n'a pas insisté pour avoir des détails, mais elle m'a souri avec l'expression de quelqu'un qui comprenait que parfois, les meilleurs changements viennent du fait de lâcher enfin les choses qui nous pèsent. La transformation s'est accélérée chaque jour qui a suivi, prenant de l'ampleur comme une pierre dévalant une colline. J'ai commencé à aller à la salle de sport avant l'école, une habitude que j'avais abandonnée pendant mon mariage parce que Nicolas se plaignait que je n'étais jamais à la maison le matin. La plainte n'avait jamais eu de sens car il partait au travail avant 6 heures du matin et n'aurait de toute façon pas remarqué mon absence. Mais j'avais arrêté d'y aller parce que la critique me faisait sentir coupable. Maintenant, je me réappropriais cette routine matinale. Je conduisais jusqu'à la salle de sport à 5h30 et passais 45 minutes sur le tapis de course et les machines de musculation. Et j'arrivais à l'école pleine d'énergie plutôt qu'épuisée. J'ai renoué avec de vieux amis que j'avais laissés s'éloigner au cours des 3 dernières années. Léa et moi nous sommes retrouvés pour un verre vendredi soir dans un bar à vin au centre-ville et nous avons parlé pendant 3 heures sans que je ne vérifie une seule fois mon téléphone pour voir si Nicolas avait besoin de quelque chose. Mon amie d'université, Sandrine, m'a invité à un brunch du week-end et j'ai accepté sans le calcul automatique de savoir si Nicolas pourrait vouloir que je sois là ce jour-là. Ces amitiés avaient été négligées parce que Nicolas semblait toujours avoir besoin de quelque chose pendant les heures que j'aurais pu passer à entretenir des liens en dehors de notre mariage. Et je n'avais pas pleinement réalisé à quel point je m'étais isolé avant de commencer à reconstruire ces ponts. Le mercredi soir de ma 2e semaine, j'ai fait quelque chose que je voulais faire depuis des années. Je me suis inscrite à un cours de poterie à la maison de quartier. Le cours avait lieu tous les mercredis de 18h à 20h, un temps que j'aurais normalement passé à préparer des dîners élaborés que Nicolas remarquait à peine. Je suis entré dans l'atelier, à la fois nerveuse et excitée. Et j'ai été accueilli par Monique, l'instructrice. Elle devait avoir la soixantaine, avec des cheveux argentés courts et de l'argile incrustée en permanence sous ses ongles. Elle avait le genre de visage qui suggérait qu'elle avait traversé des épreuves et en était sortie plus forte. Monique m'a accueilli avec une chaleur sincère et m'a montré un tour de potier dans un coin. Elle m'a montré comment centrer l'argile sur le tour, ses mains se déplaçant avec une confiance acquise par la pratique. J'ai essayé de copier ses mouvements, mais ma première tentative a été un désastre qui s'est effondré en une masse informe en quelques secondes. Monique a ri gentiment et m'a dit que tout le monde commençait par là. Elle a dit que l'apprentissage de la poterie exigeait de la patience et la volonté d'échouer à plusieurs reprises avant que quelque chose de bien émerge. Puis elle a partagé quelque chose de personnel. Elle enseignait la poterie depuis 20 ans.
Elle a dit que c'était après son deuxième divorce, qu'il avait forcé à reconstruire sa vie à partir de zéro. Elle avait eu besoin de quelque chose qui soit entièrement à elle, quelque chose que personne ne pourrait critiquer, diminuer ou lui enlever. La poterie est devenue cette chose pour elle. Elle m'a regardé avec des yeux qui semblaient voir plus que ce que j'avais dit, et elle m'a dit que parfois, les plus belles choses que nous créons naissent des décombres de ce que nous pensions vouloir. Ces mots se sont posés sur moi comme une bénédiction. J'ai travaillé l'argile pendant le reste du cours, et bien que rien de ce que j'ai fait n'ait été présentable, j'ai senti quelque chose changer en moi. Je construisais quelque chose de nouveau sur les ruines de mon mariage, et ce serait entièrement à moi. Le 7e jour, j'ai pris une décision qui semblait à la fois terrifiante et nécessaire. Pendant ma pause déjeuner, j'ai conduit jusqu'à une agence bancaire d'une autre ville, où Nicolas n'aurait jamais de raison d'aller. Je suis entré dans le bâtiment, le cœur battant, et j'ai demandé à parler à quelqu'un pour ouvrir un nouveau compte. Le banquier qui m'a aidé était une jeune femme qui semblait tout juste sortie de l'université. Elle m'a guidé à travers la paperasse avec une efficacité professionnelle, sans jamais demander pourquoi je voulais un compte séparé de nos finances communes. J'ai ouvert un compte courant à mon seul nom et j'ai autorisé la banque à mettre en place des virements automatiques depuis mon salaire. De petites sommes que Nicolas ne remarquerait jamais. Je construisais un filet de sécurité financier qui existait entièrement en dehors de sa connaissance ou de son contrôle. La même semaine, j'ai pris rendez-vous pour une consultation avec une avocate spécialisée en divorce. J'ai trouvé maître Valérie Rousseau grâce à une recherche en ligne d'avocats spécialisés dans les divorces à enjeux financiers importants où un conjoint avait des revenus nettement supérieurs. Son cabinet se trouvait au centre-ville de Nantes, dans un grand immeuble qui sentait le cuir cher et le pouvoir tranquille. Valérie a écouté mon histoire avec l'intensité concentrée d'un prédateur calculant exactement combien mon mari allait payer pour son arrogance. Elle a pris des notes d'une écriture précise et a posé des questions détaillées. Elle voulait tout savoir sur nos finances, sur les prêts étudiants que j'avais contractés pour nous soutenir pendant les années d'études de droit de Nicolas, sur les 2 emplois que j'avais occupés pendant qu'il préparait l'examen du barreau. Valérie m'a dit que dans notre région, son futur statut d'associé et l'augmentation de salaire significative qui l'accompagnait seraient considérés comme des biens matrimoniaux soumis à partage, surtout que j'avais soutenu financièrement ses études et le début de sa carrière. Quand elle a souri en apprenant cette information, ce n'était pas un sourire aimable. C'était le sourire de quelqu'un qui savait exactement comment faire regretter à Nicolas chaque mot cruel qu'il m'avait dit. J'ai quitté son cabinet avec un plan et un calendrier. Et pour la première fois depuis ce terrible mardi soir, j'ai ressenti quelque chose comme de l'espoir. Les changements chez Nicolas sont devenus visibles vers le 10e jour. Subtil au début, mais s'accumulant en quelque chose que je ne pouvais plus ignorer, même si j'avais voulu. J'ai commencé à remarquer des choses pendant ces brefs moments où nos chemins se croisaient dans la maison que nous partagions encore techniquement. Il sortait de la chambre le matin l'air désorienté, se déplaçant dans la cuisine avec l'énergie confuse de quelqu'un naviguant en territoire inconnu. Je l'entendais ouvrir les placards et les refermer. Les sons étaient ponctués de longues pauses qui suggéraient qu'il essayait de se souvenir où les choses étaient censées se trouver, ou peut-être se demandait pourquoi elles n'étaient plus là où il s'attendait à les trouver. Sa tasse à café préférée restait inutilisée dans le placard. Pendant 3 ans, cette tasse l'avait attendu chaque matin, remplie de café préparé exactement comme il l'aimait. Un sucre et un nuage de crème. La température encore chaude mais pas brûlante. Maintenant, elle prenait la poussière pendant que j'utilisais ma propre tasse et ne faisait que la quantité de café nécessaire pour moi. Je me tenais au comptoir en préparant mon petit déjeuner et je l'observais du coin de l'œil alors qu'il ouvrait le placard, voyait la tasse vide et refermait le placard sans la prendre. Il ne m'a jamais demandé de lui faire son café. Il n'a même jamais mentionné l'absence de cette routine que nous avions maintenue si longtemps. Mais je pouvais voir la confusion dans sa posture, la façon dont il restait là quelques secondes de plus comme s'il attendait que quelque chose se matérialise, qui ne le ferait plus. La situation du pressing a fourni une autre source de stupéfaction visible. Chaque jeudi pendant 3 ans, j'avais récupéré ses chemises et ses costumes chez le teinturier en rentrant de l'école. L'horaire était parfait car le pressing se trouvait entre mon école et notre maison, et Nicolas avait toujours des réunions en soirée ou des comparutions au tribunal qui nécessitaient des vêtements fraîchement repassés. Maintenant, ces chemises étaient suspendues dans la réserve du pressing avec des tickets jaunes attachés, non réclamés parce que je ne considérais plus l'entretien de sa garde-robe comme faisant partie de mes responsabilités. Le jeudi soir de la 2e semaine, je l'ai entendu au téléphone avec le teinturier, s'enquérant de sa commande.
Sa voix portait une irritation mêlée de confusion quant à la raison pour laquelle ses vêtements n'avaient pas été récupérés comme d'habitude. La cuisine racontait sa propre histoire de détérioration. Les provisions que j'achetais et organisais selon ses préférences avaient disparu, remplacées par des articles que je voulais manger sans tenir compte de ses goûts. J'achetais les encas que j'aimais, les aliments pour le petit déjeuner facile à préparer pour une personne, les ingrédients pour des repas simples que je pouvais faire rapidement après le travail. Nicolas ouvrait le réfrigérateur et restait là, fixant le contenu comme si les articles à l'intérieur étaient écrits dans une langue qu'il ne pouvait pas lire. Il cherchait les repas préparés que j'avais l'habitude de laisser, les ingrédients de ses plats préférés, la marque spécifique de yaourt qu'il préférait. Rien de tout cela n'était plus là. Je passais devant lui pendant ces moments de confusion sans offrir mon aide ni lui demander s'il avait besoin de quelque chose. Je maintenais le comportement agréable mais distant que l'on pourrait avoir avec un colocataire que l'on connaît à peine, plutôt qu'avec un mari avec qui on a partagé un lit pendant 3 ans. Quand nos chemins se croisaient dans le couloir, je souriais poliment et continuais vers ma destination. Quand nous étions tous les deux dans la cuisine en même temps, je préparais ma nourriture et la mangeais sans engager la conversation au-delà des banalités sur la météo ou en lui rappelant que le jour des poubelles était le jeudi. Un soir, vers la fin de cette 2e semaine, Nicolas a rompu le silence que j'avais si soigneusement maintenu. J'étais assise dans le salon, lisant un roman policier que j'avais emprunté à la bibliothèque, une histoire sur une femme qui détruisait systématiquement la vie de son ex-mari violent par une planification minutieuse et une exécution patiente. Nicolas est sorti de son bureau vers 20h et s'est tenu dans l'embrasure de la porte, m'observant un moment avant de parler. Sa voix, quand il a finalement demandé si tout allait bien, portait une pointe d'incertitude que je n'avais jamais entendue auparavant. Elle était hésitante, presque vulnérable, complètement différente de la voix d'avocat confiant qu'il utilisait pour tout le reste. J'ai levé les yeux de mon livre et lui ai souri avec la même distance agréable que je maintenais depuis ce terrible mardi soir. Je lui ai dit que tout allait bien. Que je respectais simplement ses limites et lui donnais l'espace qu'il avait demandé. Je lui ai rappelé qu'il avait dit qu'il déciderait quand nous nous parlerions ou passerions du temps ensemble. Donc, j'attendais simplement qu'il décide. La logique était parfaite et imparable. Comment pouvait-il se plaindre que je lui donnais exactement ce qu'il avait exigé? Il est resté là un moment de plus, comme s'il essayait de trouver une faille dans mon raisonnement. Sa bouche s'est légèrement ouverte comme pour dire quelque chose, puis s'est refermée. Finalement, il a simplement hoché la tête et est retourné dans son bureau. Je suis retourné à mon livre et j'ai ressenti une petite vague de satisfaction. Le piège que j'avais tendu fonctionnait exactement comme prévu. Le 12e jour a apporté un nouveau développement qui m'a indiqué que ma stratégie avait l'effet désiré. Mon téléphone a sonné pendant la pause déjeuner alors que j'étais assise dans la salle des professeurs avec Camille et 2 autres enseignantes. Nous discutions d'une sortie scolaire à venir au musée des sciences, débattant de l'opportunité d'organiser une visite guidée ou de laisser les élèves explorer par eux-mêmes avec des fiches de travail. Quand le nom de Nicolas est apparu sur mon écran, j'y ai jeté un bref coup d'œil et j'ai refusé l'appel sans interrompre la conversation. J'ai repris mon sandwich et j'ai continué à parler de la logistique de la sortie scolaire comme si de rien n'était. Camille a croisé mon regard et a haussé légèrement les sourcils, mais elle n'a rien dit. Elle en savait assez sur ma situation pour comprendre ce que cet appel refusé représentait, et le regard qu'elle m'a lancé était un regard d'approbation plutôt que d'inquiétude. Après le déjeuner, alors que nous retournions à nos salles de classe, elle m'a serré le bras et m'a dit que je me débrouillais très bien. Elle n'a pas élaboré et n'en avait pas besoin. Ce soir-là, mon téléphone a de nouveau sonné alors que j'étais à mon cours de poterie. Mes mains étaient couvertes d'argile humide, je travaillais sur un bol qui commençait réellement à ressembler à quelque chose que Monique n'aurait peut-être pas honte d'exposer. J'ai regardé l'écran et j'ai vu le nom de Nicolas. Sans perdre ma concentration sur l'argile, j'ai reporté mon attention sur le tour et j'ai continué à travailler. Monique a remarqué l'appel téléphonique et ma décision de l'ignorer. Elle m'a fait un signe de tête approbateur, le genre de reconnaissance qui passe entre femmes qui comprennent ce qu'il faut pour ignorer un téléphone qui sonne quand on a passé des années à sauter pour répondre à chaque appel, à tout laisser tomber pour satisfaire les besoins de quelqu'un d'autre. Au cours des 2 jours suivants, Nicolas a appelé 6 fois de plus. Je n'ai répondu à aucun de ses appels. Chaque appel ignoré était comme la reconquête d'une petite partie de moi-même que j'avais donnée sans réaliser que la transaction avait lieu. Mercredi après-midi, jeudi matin, jeudi soir, vendredi à midi, vendredi soir, samedi matin. Les appels continuaient d'arriver et je continuais de les refuser avec une satisfaction croissante.
Je n'étais ni vengeresse ni cruelle. Je suivais simplement les règles qu'il avait établies. Il déciderait quand nous communiquerions, et apparemment il n'avait pas encore décidé. Le 14e jour, les appels ont cessé et les SMS ont commencé. Le premier est arrivé pendant mon heure de préparation à l'école. Il était bref et poli, demandant si j'allais bien. Je l'ai lu et j'ai reposé mon téléphone sans répondre. Le deuxième message est arrivé une heure plus tard, exprimant sa confusion quant à la raison pour laquelle je ne répondais pas à ses appels ou à ses SMS. Le troisième message, ce soir-là, avait un ton différent, la frustration transparaissant à travers les phrases soigneusement formulées. Il disait qu'il ne comprenait pas ce qui se passait, que nous devions parler, que mon silence empirait les choses. J'ai lu chaque message à son arrivée et les supprimé sans répondre. Que pouvais-je bien dire qui ne s'apprête pas la logique parfaite de ma position? Il m'avait dit d'arrêter de le déranger, alors j'avais arrêté. Il avait dit qu'il déciderait quand nous communiquerions, alors j'attendais qu'il décide. Le fait que ses tentatives d'initier le contact ne comptaient pas comme une décision était une nuance qu'il n'avait apparemment pas envisagée en établissant ses règles. À la fin de la deuxième semaine, les preuves physiques de la détérioration de Nicolas sont devenues impossibles à ignorer. Il avait cessé de manger des repas réguliers, ce que je pouvais déduire des contenants de plats à emporter qui s'accumulaient dans la poubelle de la cuisine, des boîtes de plats chinois, des cartons de pizza, des sacs de fast-food. L'homme qui insistait autrefois sur de vrais dîners faits maison chaque soir vivait apparemment de ce qu'il pouvait commander en livraison. Ses chemises de ville étaient plus lâches autour de son col et de ses épaules. Preuve visible qu'il perdait du poids à cause du stress et d'une alimentation irrégulière. Les cernes sous ses yeux racontaient leur propre histoire. Il ne dormait pas bien, restant probablement éveillé la nuit, se demandant comment sa vie parfaitement planifiée avait soudainement échappé à son contrôle. Je savais qu'il était debout à des heures indues parce que je pouvais l'entendre faire les 100 pas dans son bureau à 3 heures du matin, le plancher craquant sous ses mouvements agités. Parfois, j'entendais le son de sa voix parlant au téléphone à des heures où aucun appel professionnel raisonnable n'aurait lieu. Son apparence soignée, toujours si importante pour lui alors qu'il cultivait l'image d'un avocat à succès destiné à devenir associé, montrait des fissures. J'ai remarqué une tache de café sur sa cravate un matin. Une petite imperfection qu'il n'aurait jamais tolérée quand je gérais les détails de sa vie. Ses cheveux semblaient plus souvent décoiffés. Sa mâchoire présentait fréquemment une barbe naissante qui suggérait qu'il avait sauté le rasage. Ses chaussures coûteuses avaient perdu leur éclat. L'homme qui m'avait dit que je ne serais jamais à son niveau découvrait à quoi ressemblait réellement son niveau sans le système de soutien invisible que je lui avais fourni pendant 3 ans. Chaque petit détail que j'avais géré, chaque tâche que j'avais accomplie sans qu'on me le demande, chaque commodité que j'avais arrangée pour que sa vie se déroule sans accroc avait disparu, et le voir lutter avec l'entretien de base de sa propre existence m'apportait une satisfaction que je n'avais pas prévu de ressentir. Ce que Nicolas ne savait pas, ce qu'il n'aurait pas pu prédire parce qu'il m'avait toujours sous-estimé, c'est que j'avais tout documenté pendant qu'il s'effondrait en essayant de gérer sa propre vie. Je construisais un dossier en béton sur les raisons de l'échec de notre mariage et sur qui en portait la responsabilité. Je tenais un journal détaillé, enregistrant chaque commentaire dédaigneux, chaque fois qu'il avait priorisé sa carrière par rapport à notre relation, chaque instance de cruauté désinvolte. Le journal était dans ma voiture où il ne le trouverait jamais, les pages se remplissant de preuves écrites de ma propre main. J'avais des copies de nos relevés financiers téléchargés sur une clé USB que Valérie m'avait dit de garder en lieu sûr. Les relevés montraient clairement quelle part de mes revenus avait servi à soutenir son avancement, tandis que mes propres prêts étudiants restaient largement impayés. J'avais des captures d'écran de SMS où il annulait des projets avec des excuses d'une ligne. J'avais des emails où il rejetait mes préoccupations comme étant sans importance par rapport à ses obligations professionnelles. J'avais même un enregistrement de notre dernière tentative de séance de thérapie de couple, celle à laquelle il avait refusé d'assister, où la thérapeute notait son absence dans ses dossiers officiels. Valérie avait tout examiné avec la minutie d'une avocate se préparant à une guerre plutôt qu'à un simple divorce. Elle m'a assuré que cela démontrait un schéma de comportement clair qui serait très bien perçu au tribunal, surtout étant donné que son statut d'associé allait le rendre beaucoup plus riche. La vengeance que je construisais n'était pas chaude et impulsive. Elle était froide et méthodique, construite avec la même attention minutieuse que je portais à tout ce que je faisais bien. Le 15e jour est arrivé un vendredi après-midi, rempli de l'énergie habituelle de fin de semaine qui règne dans les écoles primaires. Mes élèves de CE1 avaient été renvoyés pour la journée et j'étais dans ma classe en train d'organiser des livres pour la semaine suivante quand la voix de Madame Lefebvre a crépité dans l'interphone.
Elle m'a demandé de venir au bureau principal, et la demande avait une qualité inhabituelle qui a fait accélérer mon pouls. Il y avait quelque chose dans son ton qui suggérait que ce n'était pas routinier. Mon esprit a immédiatement sauté au pire scénario alors que je marchais dans le couloir. Était-il arrivé quelque chose à mes parents? Ma sœur Chloé allait-elle bien? Les couloirs étaient bordés de dessins d'élèves colorés célébrant des thèmes d'automne. Des feuilles et des citrouilles en papier cartonné qui me procuraient habituellement de la joie, mais qui semblaient maintenant défiler en un flou alors que j'accélérais le pas. Je suis passé devant la bibliothèque où l'heure du conte de l'après-midi était en cours. Des enfants assis en tailleur sur le tapis écoutant Madame Patterson. Je suis passé devant le gymnase d'où je pouvais entendre le bruit rythmé d'une partie de ballon prisonnier en cours. Les sons résonnaient contre le haut plafond. Quand j'ai atteint le bureau principal, j'ai regardé à travers les fenêtres en verre avant d'entrer et j'ai senti mon souffle se couper. Nicolas se tenait dans le hall de l'école, vêtu d'un de ses costumes de créateur coûteux, celui gris anthracite qu'il gardait pour les réunions importantes avec les clients. Dans ses mains, il tenait un énorme bouquet de roses qui devait contenir au moins 3 douzaines de tiges enveloppées dans de la cellophane avec un ruban élaboré. Il semblait complètement déplacé au milieu du chaos de l'école primaire qui l'entourait. Les enfants étaient récupérés par leurs parents, créant le désordre contrôlé habituel des sacs à dos récupérés, des autorisations signées et des conversations à plusieurs niveaux sonores. Nicolas se tenait au milieu de ce désordre organisé, l'air perdu et désespéré. Madame Lefebvre était assise derrière le bureau de la réception, et quand elle a croisé mon regard, son expression a communiqué des volumes sans mots. Il y avait de la sympathie, certainement, mais aussi de la curiosité sur ce qui se déroulait exactement dans son hall et sur ce que j'avais l'intention de faire. J'ai vu d'autres membres du personnel essayer de ne pas regarder trop ouvertement tout en observant absolument la scène se développer. Ma collègue Marine de la classe de CE2 faisait semblant de vérifier sa boîte aux lettres, mais avait clairement cessé de bouger. Théo, le professeur d'éducation physique, s'était arrêté dans le couloir juste à l'extérieur du bureau avec une pile de matériel dans les bras. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai senti quelque chose s'installer en moi. Ce n'était pas exactement de la colère, bien que la colère fasse certainement partie du mélange. C'était plus comme de la clarté combinée à un but. J'ai redressé les épaules dans un geste qui ressemblait à enfiler une armure, et je suis entré dans le hall avec une confiance calme. Le visage de Nicolas en me voyant s'est immédiatement transformé. Le soulagement a inondé ses traits, suivi rapidement par un espoir désespéré. Il a fait un pas vers moi et j'ai remarqué que son apparence soigneusement entretenue montrait des signes de tension. Son costume était impeccable comme toujours, mais son visage semblait hagard. Les cernes sous ses yeux étaient plus prononcées qu'ils ne l'avaient été même quelques jours plus tôt. Il avait perdu du poids d'une manière qui rendait son col légèrement trop grand. Il a commencé à parler avant que je ne puisse dire quoi que ce soit, les mots se bousculant dans une précipitation inhabituelle. Nicolas gagnait sa vie en élaborant des arguments parfaits et en maintenant un contrôle total dans des négociations à enjeux élevés, mais à ce moment-là, il ressemblait à quelqu'un qui avait perdu son script et improvisait mal. Il a dit qu'il essayait de me joindre depuis des jours. Il a dit qu'il avait appelé et envoyé des SMS et ne comprenait pas pourquoi je ne répondais pas. Il a tendu les roses vers moi comme s'il s'agissait d'une offrande de paix qui remettrait tout à zéro entre nous. Il a expliqué qu'il avait été sous un stress énorme avec l'évaluation pour son association. Il a dit qu'il avait peut-être dit des choses qu'il ne pensait pas vraiment. Il a suggéré que nous allions dîner ce soir-là au bistrot de l'Ange, le restaurant que j'adorais autrefois. Nous n'y étions pas allés depuis plus d'1 an parce que Nicolas était toujours trop occupé, mais apparemment maintenant il avait le temps. Il a parlé de renouer, de résoudre nos problèmes et de combien je lui manquais. Il a dit que, nous, lui manquions, comme si nous avions été un partenariat fonctionnel plutôt qu'un arrangement unilatéral où je donnais tout et où il le prenait comme son dû. La performance était désespérée et transparente. Je pouvais voir le calcul derrière ces mots. L'esprit de l'avocat essayant de trouver la bonne combinaison de phrases qui me contraindrait à répondre comme il le voulait. Mais j'ai aussi vu autre chose. J'ai vu une confusion sincère quant à la raison pour laquelle ces tactiques habituelles ne fonctionnaient pas. Nicolas était habitué à gagner des arguments par la logique et la persévérance. Il s'attendait à ce que se présenter avec des fleurs coûteuses et les bons mots résoudrait ce problème de la même manière qu'il résolvait tous les autres problèmes de sa vie. Je suis resté là à le regarder tandis que le hall autour de nous devenait progressivement plus silencieux. Plusieurs enseignants avaient complètement arrêté ce qu'ils faisaient et regardaient maintenant avec une fascination ouverte.
Madame Lefebvre avait abandonné toute prétention de travailler et fixait le drame qui se déroulait dans son hall, ses lunettes de lecture remontées sur sa tête. Un groupe de 5 ou 6 élèves attendant d'être récupérés en retard s'était tu, sentant avec la conscience intuitive des enfants que quelque chose d'important se passait, même s'ils ne pouvaient pas comprendre exactement quoi. Quand j'ai finalement parlé, ma voix a porté clairement dans le hall. J'ai été surprise par le calme, la stabilité de ma propre voix. J'ai dit à Nicolas qu'il avait établi des règles de base très claires pour notre mariage 2 semaines plus tôt. Il avait dit qu'il déciderait quand nous nous parlerions ou passerions du temps ensemble. Il m'avait dit d'arrêter de le poursuivre. Ce qui se passait en ce moment n'était pas lui décidant que nous devrions parler. C'était lui décidant qu'il voulait parler, ce qui était entièrement différent. J'ai expliqué qu'il voulait que je sois disponible sur demande, que j'accours au moment même où il ressentait le moindre inconfort face aux conséquences de ses propres choix. Je lui ai dit que ce n'était plus comme ça que ça fonctionnait. Ma voix est restée calme et mesurée, mais chaque mot était délibéré. Je n'étais ni émotive ni vengeresse. Je suivais simplement la conclusion logique des règles qu'il avait établies. Nicolas a cligné des yeux et j'ai vu une confusion sincère traverser ses traits. Dans son monde, les gens ne lui disaient pas non. Les avocats de la partie adverse pouvaient argumenter leur position, mais finalement des négociations avaient lieu et des compromis étaient trouvés. Les clients pouvaient avoir des préoccupations, mais Nicolas les convainquait de faire confiance à son jugement. Son monde fonctionnait sur l'hypothèse qu'avec la bonne approche, n'importe quel problème pouvait être résolu et n'importe quelle personne pouvait être persuadée. Mais je refusais d'être persuadé, et il n'avait pas de cadre pour comprendre pourquoi sa performance échouait. Sa confusion s'est rapidement transformée en colère. J'ai pu voir le changement dans sa posture et son expression. Sa mâchoire s'est crispée. Sa voix, quand il a de nouveau parlé, avait une pointe qui a fait reculer plusieurs des enfants qui regardaient vers leurs parents. Il a dit que j'étais sa femme, et la façon dont il l'a dit suggérait que ce seul fait devrait contraindre mon obéissance. Il a dit que je ne pouvais pas simplement l'ignorer pendant 2 semaines comme s'il n'existait pas. Il a qualifié ce que je faisais de manipulatoire et a dit que cela constituait de la violence psychologique. L'accusation était si absurde que j'ai ri. Le son m'a surprise autant qu'il a semblé le surprendre. Ce n'était pas un rire amer ou cruel. C'était un amusement sincère face au manque total de conscience de soi qu'il affichait. Voici un homme qui m'avait dit que je ne serais jamais à son niveau, qui avait qualifié le fait de m'épouser d'acte d'abaissement, qui avait exigé que j'arrête de le déranger et que j'attende silencieusement jusqu'à ce qu'il décide de vouloir mon attention. Et maintenant, il se tenait sur mon lieu de travail en m'accusant de violence psychologique parce que je lui avais donné exactement ce qu'il exigeait. Je lui ai dit que je suivais ses instructions à la perfection. Il avait demandé que j'arrête de le poursuivre, alors j'ai arrêté. Il avait établi qu'il déterminerait quand nous communiquerions. Alors j'attendais qu'il le détermine. Il m'avait dit que je ne serais jamais à son niveau et qu'il s'était rabaissé en m'épousant. Alors je respectais son jugement supérieur en maintenant une distance appropriée. La logique était imparable et je l'ai livrée avec la même précision calme qu'il avait utilisée pour restructurer notre mariage 2 semaines plus tôt. Plusieurs enseignants regardaient maintenant ouvertement sans aucune prétention de faire autre chose. Marine avait complètement renoncé à vérifier sa boîte aux lettres et se tenait les bras croisés, regardant comme s'il s'agissait d'un feuilleton télévisé captivant. Théo avait posé son matériel et s'appuyait contre le mur. J'ai vu ma directrice, Madame Dubois, sortir de son bureau. Son expression suggérait qu'elle était prête à intervenir si cette situation dégénérait en quelque chose nécessitant une action administrative. Mais j'ai aussi remarqué autre chose dans ses yeux. Cela ressemblait presque à de l'approbation de la façon dont je gérais cette confrontation. Nicolas se tenait là, tenant ses roses fanées, et je pouvais le voir essayer de trouver un angle, un argument, un moyen de reprendre le contrôle d'une situation qui avait complètement échappé à sa gestion. Sa bouche s'est ouverte et fermée plusieurs fois alors qu'il cherchait des mots qui ne venaient pas. Nicolas se tenait là dans le hall de l'école, tenant ses roses fanées, et sa voix a changé. Elle est tombée à un ton presque suppliant, un ton que je n'avais jamais entendu de sa part en 3 ans de mariage. Il a demandé ce que je voulais de lui. La question elle-même révélait à quel point il comprenait peu ce qui se passait. Ce n'était pas une négociation où j'avais des exigences qui pouvaient être satisfaites. Ce n'était pas un litige contractuel où la bonne offre me ramènerait à la table. Il a commencé à offrir des concessions comme s'il était en déposition. Il s'est qualifié d'imbécile. Il a admis qu'il avait été stressé et s'en était pris à moi.
Il a reconnu qu'il avait dit des choses qu'il n'aurait pas dû dire. Chaque aveu sortait soigneusement formulé, et je pouvais le voir observer mon visage à la recherche de signes que sa stratégie fonctionnait. Il a suggéré que nous allions quelque part en privé pour en parler comme des adultes, comme si l'intimité rendrait sa cruauté désinvolte plus facile à pardonner ou à oublier. Comme si le problème était que nous avions cette conversation en public plutôt que le contenu de ce qu'il m'avait dit 2 semaines plus tôt. Je l'ai regardé se tenir là et j'ai réalisé quelque chose de profond. Je ne regardais pas l'homme dont j'étais tombée amoureuse 3 ans plus tôt. Je regardais un étranger qui portait son visage. Cette personne croyait sincèrement que la combinaison appropriée de mots et de gestes pouvait tout réinitialiser à ses paramètres par défaut préférés. Il pensait qu'il pouvait s'excuser juste assez, promettre juste assez, feindre le remords juste assez, et je retournerais à mon rôle de soutien de sa vie tout en ne recevant que du mépris en retour. Le mot qui est sorti de ma bouche était simple et révolutionnaire. Juste, non. Pas une explication, ni une justification, ni une excuse pour l'avoir dit. Je lui ai dit que je n'allais pas dîner avec lui. Nous n'allions pas parler. J'allais finir ma semaine de travail et rentrer chez moi, dans mon appartement. J'ai veillé à souligner cette dernière partie. Mon appartement, pas notre maison. Mon appartement que j'avais trouvé et loué sans son avis ni sa permission. J'ai expliqué que j'allais profiter d'un week-end paisible sans marcher sur des œufs ni me demander si ma simple existence l'ennuyait. Je lui ai suggéré de quitter l'école, de retourner à son bureau et de commencer à s'habituer à ce à quoi ressemblait sa vie sans que je gère chaque détail. Ma voix est restée calme tout au long de ce discours. Je n'étais ni en colère ni émotive. Je ne faisais qu'énoncer des faits sur la façon dont les choses allaient se dérouler à partir de maintenant. L'information sur l'appartement a frappé Nicolas avec une force visible. Il a reculé d'un pas comme si je l'avais poussé. Il a répété les mots. Ton appartement. Il l'a dit comme une question même si je ne l'avais pas formulée comme telle. Son visage est passé par plusieurs expressions en succession rapide. La confusion a fait place à l'incrédulité, qui s'est transformée en quelque chose approchant la panique. Il a commencé à protester immédiatement. Nous vivions ensemble. Il a dit que j'étais sa femme. Je ne pouvais pas simplement déménager sans en discuter avec lui d'abord. Il invoquait le contrat de mariage comme s'il s'agissait d'un document juridique contraignant qui obligeait ma présence, peu importe comment il m'avait traité. Son esprit légaliste, si habitué à contrôler les situations par le langage contractuel et l'autorité procédurale, ne pouvait pas comprendre que certaines choses existent en dehors du domaine de la négociation et de la conformité. Certaines choses ne peuvent pas être gérées par la bonne combinaison de termes et de conditions. Je lui ai dit de me regarder faire. Puis je me suis retourné et je me suis éloigné dans le couloir en direction de ma classe. Mes chaussures d'enseignante raisonnable couinaient légèrement sur le sol poli. Derrière moi, je l'ai entendu appeler mon nom. Sa voix portait une note de panique sincère qui était complètement différente de son ton d'avocat habituellement contrôlé. Il commençait à comprendre toute l'étendue de ce qu'il avait perdu, et la prise de conscience submergeait clairement sa capacité à garder son sang-froid. Mais je ne me suis pas retourné. Je n'ai pas accusé réception de son appel. Je ne lui ai pas donné la satisfaction de savoir qu'il avait obtenu une réaction de ma part au-delà du renvoi calme qu'il méritait. J'ai juste continué à marcher jusqu'à la porte de ma classe. Je suis entré, j'ai refermé la porte derrière moi et je suis resté là un instant, le dos contre la porte, sentant mon cœur battre à cause de la confrontation. La classe était vide maintenant. Tous mes élèves avaient été récupérés pour le week-end. L'espace semblait paisible d'une manière que notre maison n'avait pas connue depuis des mois. Les murs étaient couverts d'affiches inspirantes sur la persévérance et le respect des autres. J'enseignais ces concepts à mes élèves tous les jours tout en omettant de les appliquer à ma propre vie et de les exiger de mon propre mari. Des dessins d'élèves étaient suspendus à des fils au plafond. Des dessins colorés célébrant leurs rêves, leurs espoirs et la belle simplicité de l'imagination enfantine. Des autoportraits en papier cartonné avec des descriptions écrites de ce qu'ils voulaient être quand ils seraient grands. Pompiers, vétérinaires, instituteurs comme Madame Manon. Ce dernier me touchait toujours quand je le lisais. Mon prix d'institutrice de l'année était sur mon bureau, là où je l'avais placé 2 semaines plus tôt après la cérémonie de la circonscription scolaire à laquelle j'avais assisté seul. Nicolas avait été trop occupé pour venir, avait-il dit, bien que je soupçonne que la vérité était qu'il ne s'en souciait tout simplement pas assez pour réorganiser son emploi du temps. La plaque était modeste mais significative.
Elle représentait la reconnaissance que le travail que je faisais comptait, que les heures que j'investissais à aider les enfants à apprendre et à grandir avaient été remarquées et appréciées. Je me suis assise à mon bureau et j'ai pris plusieurs profondes inspirations. L'adrénaline de la confrontation commençait à s'estomper, remplacée par quelque chose de plus stable et de plus durable. Cela ressemblait à la paix, ou du moins au début de la paix. Les premières notes timides d'une chanson que j'apprenais à chanter après des années de silence. J'avais de vraies responsabilités ici, dans cette salle de classe. Un vrai travail qui créait une valeur réelle dans le monde. 22 élèves de CE1 dépendaient de moi pour leur apprendre à lire, à écrire et à penser de manière critique. Ils dépendaient de moi pour les aider à gérer les conflits avec leurs amis et à comprendre des concepts qui les mettaient au défi. Ils dépendaient de moi pour leur montrer à quoi ressemblait la gentillesse et le respect en pratique. Et j'étais bonne dans ce travail. J'étais vraiment bonne, d'une manière qui n'avait rien à voir avec le salaire, le statut ou l'une des mesures que Nicolas avait utilisées pour évaluer ma valeur. Ma vie était enfin glorieusement à moi, et c'était incroyable. Ce week-end-là, j'ai rencontré Valérie dans son bureau du centre-ville. Elle m'avait demandé de venir un samedi matin pour finaliser notre stratégie. Son immeuble de bureau était presque vide le week-end, nos pas résonnant dans le hall en marbre alors que je me dirigeais vers les ascenseurs. Valérie était déjà à son bureau quand je suis arrivé, entourée de dossiers et de documents juridiques, une tasse de café fumant à côté de son clavier. Elle a exposé le calendrier de la suite des événements avec la précision d'un général planifiant une campagne militaire. Le lundi matin, les papiers du divorce seraient livrés au cabinet d'avocat de Nicolas par un huissier de justice. Valérie avait spécifiquement choisi l'huissier pour cette tâche, un homme spécialisé dans la maximisation de la nature publique de telles livraisons. Les collègues de Nicolas le verraient recevoir les papiers du divorce au travail, créant exactement le genre de perturbation visible que les cabinets d'avocats trouvent de mauvais goût. Le mardi, je changerai de numéro de téléphone. Valérie avait déjà pris des dispositions pour un nouveau numéro via un compte d'opérateur que Nicolas ne pourrait ni accéder ni tracer. Je bloquerai Nicolas sur toutes les plateformes de médias sociaux, coupant les liens numériques qui existaient encore théoriquement entre nous. Le mercredi, je rencontrerai un agent immobilier recommandé par Valérie pour discuter de la vente de notre maison, celle que j'avais transformée en foyer tandis que Nicolas l'avait simplement utilisée comme un endroit pour dormir, travailler et m'ignorer. Le vendredi, je signerai le bail de l'appartement d'une chambre au centre-ville de Nantes. L'endroit dans un bâtiment historique rénové avec des murs en briques apparentes et de grandes fenêtres qui laissaient entrer une belle lumière naturelle. L'espace serait entièrement à moi, sans aucun souvenir de Nicolas pour le contaminer. Je pourrais le décorer comme je le voudrais. Je pourrais dîner à l'heure qui me conviendrait. Je pourrais exister sans surveiller constamment les humeurs et les besoins de quelqu'un d'autre. Valérie a examiné la documentation financière que j'avais rassemblée au cours des 2 dernières semaines. Elle a examiné les relevés bancaires montrant quelle part de mes revenus avait servi à soutenir l'avancement de Nicolas. Elle a étudié les documents de prêts étudiants, prouvant que j'avais contracté une dette importante pour couvrir nos frais de subsistance pendant qu'il fréquentait la faculté de droit. Elle a examiné les dossiers d'emploi montrant que j'avais occupé 2 emplois pendant sa dernière année de droit et sa préparation à l'examen du barreau. Elle a souri en finissant de tout examiner, et ce n'était pas un sourire aimable. C'était le sourire d'une avocate qui savait exactement comment faire payer un adversaire pour son arrogance. Elle m'a dit que le statut d'associé imminent de Nicolas, qu'il avait utilisé pour justifier de me traiter comme une employée subalterne, jouerait en fait en ma faveur lors du partage des biens. Puisque je l'avais soutenu pendant ses études de droit et les premières années de sa carrière, alors qu'il ne gagnait rien, j'avais droit à une part importante de son potentiel de revenus accrus. Valérie a estimé que je repartirais avec assez d'argent pour rembourser complètement mes prêts étudiants et avoir un coussin financier substantiel pour la suite. La satisfaction que j'ai ressentie en entendant cela n'avait rien à voir avec l'argent lui-même. C'était une question de justice. C'était le fait que Nicolas paie enfin le prix de la façon dont il m'avait traité. Le lundi matin est arrivé avec une chaleur inhabituelle pour un début de novembre. Le genre de journée qui ressemble à un cadeau avant que l'hiver ne s'installe et ne vous fasse oublier le temps doux. J'ai passé ma journée d'enseignement avec une concentration que je n'avais pas connue depuis des mois. Mes élèves de CE1 ont travaillé sur une leçon de mathématiques sur l'addition et la soustraction, et je me suis surprise à apprécier la métaphore, ajouter ce dont vous avez besoin à votre vie, soustraire ce qui ne vous sert plus. Les concepts semblaient applicables au-delà des mathématiques. À 11h30, mon téléphone a vibré avec un SMS de Valérie. Le message ne contenait qu'un seul mot, livré.
Je me suis excusé de la salle de classe un instant, sortant dans le couloir où je pouvais prendre une respiration sans que 22 petits humains observent ma réaction. Les papiers du divorce avaient été signifiés à Nicolas à son bureau. Valérie avait arrangé que l'huissier arrive en milieu de matinée, lorsque le bureau serait le plus fréquenté. Nombre maximum de témoins, avait-elle expliqué lors de notre réunion du samedi. Nicolas ouvrirait cette enveloppe devant ses collègues et les associés principaux qui décidaient de son avenir au sein du cabinet. J'ai imaginé son visage en voyant les documents officialisant la fin de notre mariage. Le sang-froid d'entreprise qu'il travaillait si dur à maintenir se fissurerait devant les personnes dont il appréciait le plus l'opinion. Cette pensée m'a apporté une satisfaction qui n'avait rien à voir avec la cruauté et tout à voir avec la justice. Il m'avait humilié en privé. Maintenant, il connaîtrait une fraction de cette humiliation dans le cadre professionnel qui lui importait plus que tout. Cet après-midi-là, pendant ma pause déjeuner, je suis allé dans une boutique de téléphonie. L'employé qui m'a aidé était efficace et professionnel, transférant mes contacts et mes données sur une nouvelle carte SIM sans demander pourquoi j'avais besoin d'un nouveau numéro. J'ai observé le processus se dérouler et j'ai senti quelque chose d'important changer. Ce nouveau numéro représentait une rupture technologique nette avec mon ancienne vie. Nicolas ne pourrait plus m'appeler ni m'envoyer de SMS. Il essaierait mon ancien numéro et le trouverait déconnecté. Une preuve de plus que j'étais sérieuse quant à la fin de ce mariage. De retour à l'école, j'ai utilisé mon heure de préparation pour bloquer systématiquement Nicolas sur toutes les plateformes de médias sociaux où nous étions connectés. D'abord Instagram, puis Facebook, puis X et LinkedIn. Nous avions maintenu la fiction numérique d'un mariage heureux sur ces plateformes, publiant des photos de vacances que nous avions prises il y a des années, partageant des messages d'anniversaire qui suggéraient que nous fonctionnions toujours comme un couple. Je l'ai effacé de ma présence sur les médias sociaux aussi complètement que j'avais l'intention de l'effacer de ma vie réelle. Le mardi matin a apporté une complication que je n'avais pas anticipée. Je raccompagnais mes élèves à la sortie à la fin de la journée d'école quand j'ai vu Sandrine près de l'entrée. La sœur de Nicolas semblait contrariée et débraillée, ce qui était inhabituel pour elle. Sandrine se présentait toujours avec un soin méticuleux, mais aujourd'hui ses cheveux étaient légèrement en désordre et son maquillage montrait des signes d'une application hâtive. Elle m'a approché une fois que j'ai eu fini d'aider mes élèves à retrouver leurs parents. Elle m'a entraîné à l'écart dans une zone plus calme près du bureau principal de l'école. Sa voix portait la confusion et la détresse quand elle a demandé ce qui se passait. Nicolas l'avait appelée la veille au soir en panique, a-t-elle dit, parlant des papiers du divorce signifiés à son bureau et du fait que j'avais déménagé sans prévenir et que je refusais de lui parler. Sandrine a reconnu que Nicolas pouvait être difficile et exigeant. Elle a admis qu'il avait été sous un stress énorme avec la situation de son association. Mais sûrement, a-t-elle suggéré, nous pourrions arranger ça si nous communiquions correctement. Elle a utilisé l'expression « jeter 3 ans de mariage », comme si ces 3 années représentaient une sorte d'investissement que je devrais protéger, peu importe ce que j'avais ressenti en les vivant. J'ai regardé Sandrine et j'ai pris une décision sur ce que je lui devais en termes d'explication. Elle avait été amicale avec moi pendant notre mariage, m'invitant à prendre un café et m'incluant dans les événements familiaux, mais elle avait finalement toujours été l'alliée de son frère en premier lieu. Pourtant, elle méritait de connaître la vérité plutôt que la version que Nicolas racontait. Je lui ai dit calmement et clairement ce que Nicolas m'avait dit ce mardi soir d'octobre, qu'il n'arrivait pas à croire qu'il s'était un jour rabaissé à m'épouser, que je ne serais jamais à son niveau, qu'il déciderait quand nous passerions du temps ensemble et que je devais arrêter de le déranger. J'ai regardé le visage de Sandrine changer alors qu'elle traitait cette information. La surprise est apparue en premier, suivie rapidement par un malaise qui suggérait qu'elle n'avait pas connu toute l'étendue de la cruauté de son frère. Ce que Sandrine a dit ensuite a changé quelque chose de fondamental dans ma compréhension de la situation. Elle avait l'air mal à l'aise, jetant des coups d'œil alentour comme pour vérifier si quelqu'un était assez proche pour entendre. Puis elle m'a dit quelque chose que j'ignorais. Nicolas racontait à leur famille depuis des mois que notre mariage était pratiquement terminé. Il avait dit qu'il avait fait une erreur en épousant quelqu'un qui n'était pas assez ambitieux pour suivre sa trajectoire de carrière. Il restait avec moi par obligation, leur avait-il dit, mais prévoyait de rompre après être devenu associé parce que l'image serait meilleure. Sandrine s'était disputée avec lui à ce sujet. Elle a dit qu'elle lui avait dit qu'il était horrible et que je n'avais été que solidaire. Mais Nicolas avait rejeté ses préoccupations de la même manière qu'il avait rejeté les miennes. Elle avait l'air sincèrement pleine de regrets en partageant cette information. Elle a dit qu'elle aurait dû me le dire plus tôt,
mais qu'elle avait espéré que Nicolas reprendrait ses esprits et réaliserait ce qu'il jetait. La révélation m'a frappé avec une force inattendue. Nicolas n'avait pas seulement été cruel avec moi en privé. Il avait systématiquement sapé notre mariage auprès de sa famille pendant des mois, construisant un récit où j'étais l'épouse inadéquate qui le freinait dans son plein potentiel. Il avait été si confiant que je ne partirais jamais qu'il avait dit à sa famille que notre mariage était essentiellement terminé tout en s'attendant à ce que je continue de préparer ses repas et de gérer chaque détail de sa vie. L'information a rendu son choc face à mon départ encore plus satisfaisant. Il m'avait tellement prise pour acquise qu'il ne pouvait pas imaginer que je passerais réellement à l'acte et que je partirais. Il avait supposé que je serais toujours là, gérant tranquillement son existence, peu importe comment il me traitait. J'ai remercié Sandrine de me l'avoir dit. J'ai dit que j'appréciais son honnêteté et que je n'avais aucune rancune envers elle, mais j'ai aussi clairement indiqué que ma décision était définitive. Nicolas m'avait montré exactement qui il était et j'avais choisi de le croire. Sandrine a hoché lentement la tête et j'ai pu voir qu'elle comprenait que son frère avait entièrement créé cette situation lui-même. Le mercredi soir, Nicolas était apparemment passé par plusieurs étapes de réaction au papier du divorce. Mon amie Léa m'a appelé vers 19h alors que j'étais chez moi dans mon nouvel appartement, en train de déballer des cartons. Elle avait vu plusieurs publications de Nicolas sur Facebook. Je ne pouvais pas les voir moi-même car je l'avais bloqué, mais elles étaient visibles pour nos amis communs et son réseau élargi. Léa me les a lues, sa voix portant une indignation à peine contenue. Nicolas avait publié des déclarations vagues sur le fait que le mariage demande du travail et de la communication, que certaines personnes abandonnent au lieu de se battre pour ce qui compte, qu'il apprenait des leçons douloureuses sur la confiance et l'engagement. Les publications étaient soigneusement conçues pour le faire passer pour la partie lésée. Le mari dévoué luttant pour comprendre pourquoi sa femme l'avait soudainement abandonné sans explication. Plusieurs de ses collègues et amis de la faculté de droit avaient commenté avec des messages de soutien. Ils n'avaient clairement aucune idée de ce qui s'était réellement passé. Ils répondaient au récit que Nicolas construisait, un récit où il était la victime de mon comportement déraisonnable plutôt que l'architecte de l'effondrement de sa propre relation. Léa était furieuse en mon nom. Elle voulait commenter ces publications et rétablir la vérité publiquement. Mais je lui ai dit que je ne ressentais qu'un amusement froid face à sa tentative transparente de contrôler le récit et de se positionner en victime. C'était une manœuvre si prévisible de la part de quelqu'un qui gagnait sa vie en façonnant des histoires pour servir le résultat souhaité. J'ai dit à Léa la vérité sur ce que Nicolas m'avait dit, les mots exacts qu'il avait utilisés ce mardi soir-là. Je lui ai donné la permission de diffuser cette information dans notre groupe d'amis comme elle le jugerait bon. J'en avais fini de protéger sa réputation et de le laisser réécrire l'histoire pour qu'elle corresponde à son récit préféré. Si Nicolas voulait jouer la victime publiquement, alors les gens méritaient de savoir quel genre de victime il était réellement. Léa a promis qu'elle s'assurerait que la vérité éclate. Je lui ai fait confiance pour gérer la situation avec le juste équilibre de franchise et de discrétion. Elle avait un large réseau d'amis communs et un talent pour le partage stratégique d'informations. D'ici la fin de la semaine, la plupart de notre cercle social saurait exactement ce que Nicolas m'avait dit et pourquoi j'étais parti. J'ai raccroché et j'ai regardé autour de moi dans mon nouvel appartement. Des cartons étaient encore empilés dans les coins, attendant d'être déballés. Mais quelques meubles semblaient clairsemés dans l'espace, mais c'était à moi. Chaque centimètre carré m'appartenait et reflétait mes choix plutôt que des compromis faits pour accommoder les préférences de quelqu'un d'autre. Le démantèlement systématique de mon mariage se déroulait exactement comme prévu. Le calendrier de Valérie était suivi avec précision. L'image soigneusement construite de Nicolas commençait à se fissurer à mesure que la vérité se propageait dans nos réseaux sociaux, et je construisais quelque chose de nouveau à partir des morceaux de mon ancienne vie, quelque chose qui serait entièrement à moi. 3 semaines après avoir signifié les papiers du divorce, Nicolas s'est présenté à mon nouvel appartement un samedi matin. J'étais en train de déballer les derniers cartons de mon déménagement, organisant ma petite cuisine avec la vaisselle et les ustensiles qui étaient uniquement les miens, quand j'ai entendu frapper à ma porte. J'ai regardé par le Judas et j'ai senti mon estomac se nouer en le voyant dans le couloir. Il tenait 2 tasses de café du café de la place, le café cher que nous fréquentions pendant notre première année de mariage, quand il faisait encore des gestes romantiques. Il avait l'air terrible, d'une manière qui allait au-delà de la simple fatigue. Son costume coûteux flottait sur lui, suggérant qu'il avait encore perdu du poids. Les cernes sous ses yeux s'étaient creusées en quelque chose qui semblait presque des ecchymoses. Ses cheveux, habituellement parfaitement coiffés, semblaient avoir été passés et repassés par ses mains.
J'ai ouvert la porte mais je ne me suis pas écarté pour le laisser entrer. Je suis resté dans l'embrasure, bloquant l'accès à mon appartement. Cet espace qui représentait la liberté, de nouveaux départs et une vie à laquelle il n'était pas invité. Sa voix, quand il a parlé, n'avait rien de la confiance arrogante qui avait caractérisé nos derniers mois ensemble. Au lieu de cela, elle portait quelque chose de presque hésitant, d'incertain. Il a demandé si nous pouvions parler. Il m'a tendu une des tasses de café et j'ai remarqué que sa main tremblait légèrement. J'ai pris le café mais je n'ai pas bougé de l'embrasure de la porte. Il s'est lancé dans ce qui était clairement un discours préparé, du genre qu'il avait probablement répété devant un miroir ou pendant son trajet. Il a dit qu'il avait eu tort, que la pression de l'association l'avait poussé à dire des choses terribles qu'il ne pensait pas vraiment. Il m'a dit qu'il avait commencé une thérapie pour travailler sur ses problèmes de stress et de communication. Il a dit qu'il comprenait maintenant tout ce que j'avais fait pour lui, tout ce qu'il avait pris pour acquis. Il voulait prouver qu'il pouvait être le mari que je méritais. Il a dit qu'il était prêt à faire tout ce qu'il fallait pour arranger ça. J'ai écouté tout son discours avec la patience de quelqu'un qui n'avait plus aucun investissement émotionnel dans le résultat. Je l'ai laissé finir complètement avant de dire quoi que ce soit. Puis je lui ai posé la question qui se formait dans mon esprit depuis ma conversation avec Sandrine. Je lui ai demandé s'il essayait de se réconcilier parce qu'il voulait vraiment être marié avec moi, ou parce que ses associés principaux avaient suggéré qu'un divorce ou le juste avant sa décision d'association pourrait nuire à son jugement et à sa stabilité. La façon dont son visage a changé m'a tout dit avant même qu'il ne tente de répondre. Il y a eu une lueur de surprise que j'ai compris, suivie immédiatement d'une neutralité prudente alors que son cerveau d'avocat essayait de formuler une réponse qui ne confirmerait pas mes soupçons. Il a essayé de nier. Il a dit, bien sûr, il voulait que je revienne parce qu'il m'aimait et réalisait ce qu'il avait perdu. Mais sa prestation manquait totalement de conviction. Ses yeux ne croisaient pas tout à fait les miens. Au lieu de cela, il regardait un point quelque part au-dessus de mon épaule gauche, sa voix n'avait aucune de la certitude qu'il apportait à ses arguments juridiques. Je lui ai dit que j'avais déjà discuté de cette possibilité avec Valérie. Elle m'avait expliqué comment les cabinets d'avocats considéraient souvent le chaos personnel comme une preuve de mauvaise décision qui pourrait s'étendre aux affaires professionnelles. Son intérêt soudain pour la réconciliation, survenant exactement 3 semaines après avoir reçu les papiers du divorce et précisément au moment où les décisions d'association étaient finalisées, semblait être un timing remarquablement pratique. Je l'ai vu réaliser que j'avais vu clair dans son jeu. Que la femme qu'il avait rejetée comme trop simple et d'un statut trop bas pour être à son niveau avait en fait été plusieurs longueurs d'avance sur lui tout au long de ce processus. La prise de conscience semblait le dégonfler physiquement. Ses épaules se sont affaissées et il a baissé les yeux sur la tasse de café dans sa main comme s'il était surpris de la trouver là. J'ai pris une inspiration et lui ai dit quelque chose à quoi je pensais depuis des semaines. Il avait eu raison sur une chose, ai-je dit. Nous n'étions pas au même niveau, mais il avait complètement inversé la hiérarchie. J'ai expliqué que je passais mes journées à enseigner aux enfants à lire, à penser de manière critique et à se traiter mutuellement avec gentillesse et respect. Je façonnais de jeunes esprits et apportais de réelles contributions à la société qui se répercuteraient sur des générations de manière que ni l'un ni l'autre ne pourrions pleinement mesurer. Chaque enfant à qui j'apprenais à lire aurait des opportunités qu'il n'aurait pas eues autrement. Chaque élève que j'aidais à comprendre des concepts mathématiques serait mieux équipé pour naviguer dans un monde qui exigeait ses compétences. Chaque fois que je réglais un conflit à la récréation et enseignais la résolution de conflits, je créais des adultes qui pourraient gérer les désaccords de manière plus constructive. Nicolas, d'un autre côté, passait ses journées à aider de riches entreprises à trouver des failles juridiques pour éviter de payer des impôts et maximiser les profits, quel que soit le coût social. Son travail payait extraordinairement bien, oui, mais il ne créait aucune valeur réelle pour quiconque, sauf ses clients et son cabinet. Il aidait les déjà riches à devenir plus riches. Il aidait des entités puissantes à se soustraire à leurs responsabilités sociales. C'est ce que son prestigieux partenariat lui permettrait de faire davantage. J'ai dit que mon niveau était très bien. J'étais fier de mon niveau. Et je n'avais aucun intérêt à descendre à son niveau où la valeur humaine était calculée uniquement par le salaire et le statut, où l'amour était transactionnel et conditionnel, où le mariage était quelque chose dans lequel on restait seulement quand l'image profitait à sa carrière. Je lui ai dit que le divorce se déroulerait exactement comme prévu. Valérie m'avait assuré que le règlement serait substantiel, étant donné que son partenariat et l'augmentation de salaire significative qu'il apportait seraient considérés comme des biens matrimoniaux.
Je l'avais soutenu pendant ses études de droit en occupant 2 emplois et en contractant des prêts que je remboursais encore. J'avais facilité son avancement de carrière en gérant tous les aspects de sa vie personnelle pour qu'il puisse se concentrer entièrement sur sa réussite professionnelle. Selon la loi, j'avais droit à une part importante de son potentiel de revenus accrus. J'ai expliqué que je repartirais avec assez d'argent pour rembourser complètement mes prêts étudiants et repartir à zéro avec un coussin financier substantiel. Lui, pendant ce temps, apprendrait la leçon coûteuse que traiter les gens comme des actifs jetables a de réelles conséquences. Le visage de Nicolas est passé par plusieurs expressions pendant que je parlais. Le choc a fait place à quelque chose qui ressemblait à de la colère, qui s'est ensuite transformé en ce que je ne peux décrire que comme de la défaite. Mais il a fait une dernière tentative pour sauver la situation. Et cette tentative a révélé tout sur qui il était vraiment. Sa voix a pris un ton sec alors qu'il m'avertissait que contester le divorce serait coûteux et long. Son cabinet avait d'excellents avocats qui pourraient me rendre le processus très difficile. Je faisais une erreur que je regretterais. C'était une menace déguisée en inquiétude et cela confirmait tout ce que j'avais compris de l'homme que j'avais épousé. Je lui ai souri. C'était le même sourire calme que je lui avais donné ce premier matin où j'avais arrêté de lui préparer son petit déjeuner. Je lui ai dit que Valérie s'attendait exactement à ce genre de tactique d'intimidation et s'était préparée en conséquence. J'avais des documents sur tout. Sa violence verbale, le déséquilibre financier de notre mariage où mes revenus soutenaient son avancement tandis que ma propre dette restait non traitée. La façon dont il avait dit à sa famille que notre mariage était terminé tout en s'attendant à ce que je prépare ses repas et gère sa vie. J'ai mentionné l'enregistrement de notre dernière tentative de séance de thérapie de couple, celle à laquelle il avait refusé d'assister. La thérapeute avait noté son absence et son refus de travailler sur notre relation dans ses dossiers officiels. Valérie avait expliqué que ce type de documentation pouvait être très précieux dans une procédure. Je lui ai dit que Valérie espérait en fait qu'il choisirait de contester le divorce. Cela lui donnerait l'occasion d'exposer son comportement en détail lors des interrogatoires et des dépositions. Le processus créerait exactement le genre de divorce public et houleux que son cabinet considérerait comme une preuve de mauvais jugement et d'instabilité. La chose même qu'il essayait d'éviter en tentant une réconciliation deviendrait inévitable s'il choisissait de contester les termes du divorce. J'ai vu le calcul se faire derrière ses yeux. Il était avocat. Il comprenait la stratégie de litige et l'évaluation des risques. Il a réalisé que se battre lui coûterait bien plus que l'argent qu'il perdrait dans le règlement. Sa réputation au cabinet, ses perspectives d'association, son image soigneusement cultivée de professionnel à succès avec sa vie sous contrôle. Tout cela serait endommagé par un divorce contentieux qui exposerait comment il avait traité sa femme. Il est resté là un long moment, et je l'ai vu essayer de trouver un angle, un argument, un moyen de reprendre le contrôle d'une situation qui lui avait complètement échappé. Mais il n'y avait plus rien à dire. Il avait joué toutes ses cartes, et aucune n'avait fonctionné. Il s'est retourné et s'est éloigné dans le couloir sans un autre mot. Je l'ai regardé partir, les épaules voûtées d'une manière qui le faisait paraître plus petit qu'il ne l'était réellement. Quand il a atteint le bout du couloir et s'est tourné vers les escaliers, j'ai fermé ma porte. Je suis resté là, le dos contre la porte un instant, tenant le café cher qu'il m'avait apporté. Puis je suis allé à l'évier de ma cuisine et je l'ai versé. Je n'avais pas besoin de son café, ni de ses excuses, ni de ses tentatives tardives de réconciliation. J'avais tout ce dont j'avais besoin ici, dans cet appartement qui était entièrement à moi. Je suis resté dans ma cuisine un moment après avoir versé le café de Nicolas, regardant l'évier vide et sentant quelque chose s'installer en moi. Ce n'était pas exactement un triomphe, bien qu'il y ait eu de la satisfaction à savoir que j'avais géré cette confrontation finale avec un contrôle total. C'était plus comme une finalité. Le dernier fil qui nous reliait avait été coupé, et ce qui restait maintenant était simplement le processus juridique pour officialiser notre séparation. 4 mois plus tard, ce processus juridique s'est conclu dans une salle de conférence du cabinet de Valérie. Nicolas et moi étions assis de part et d'autre d'une table en acajou poli, signant des documents qui mettaient officiellement fin à notre mariage. Son avocate était une femme à l'allure vive nommée Stéphanie Moreau, qui lui avait clairement conseillé de ne pas mener cette bataille. Elle a examiné les termes du règlement avec une efficacité professionnelle qui suggérait qu'elle comprenait que son client n'avait pas de bonnes options et que se battre ne ferait qu'empirer les choses. J'ai signé chaque document que Valérie faisait glisser sur la table vers moi. Le règlement était exactement ce que Valérie avait prédit. Assez d'argent pour rembourser complètement tous mes prêts étudiants.
Une part substantielle de la prime d'associé de Nicolas qu'il avait reçue 2 semaines après que j'ai demandé le divorce. La prime qu'il avait utilisée pour justifier de me dire que je ne serais jamais à son niveau. La moitié de la valeur nette de notre maison, qui s'était vendue rapidement à un jeune couple attendant leur premier enfant, qui avait adoré la cuisine que j'avais rénovée et le jardin que j'avais planté. Nicolas semblait diminuer assis en face de moi, plus petit que dans mon souvenir, comme si les 4 derniers mois l'avaient compressé d'une manière qui allait au-delà de la perte de poids physique que je pouvais voir sur son visage. Il avait vieilli d'une manière qui suggérait le stress, un mauvais sommeil et le poids accumulé des conséquences qu'il n'avait jamais prévu d'affronter. Nous n'avons pas parlé pendant la signature, à l'exception des reconnaissances légales nécessaires. Quand son avocate lui a demandé s'il comprenait les termes, il a dit oui d'une voix qui ne portait aucune émotion. Quand Valérie m'a demandé si j'avais des questions avant de finaliser, j'ai dit non et j'ai signé le dernier document avec mon nom de jeune fille que j'avais déjà recommencé à utiliser. Quand ce fut terminé, je me suis levé et j'ai rassemblé mes copies des documents. Valérie m'a accompagné jusqu'à l'ascenseur et, alors que nous attendions qu'il arrive, elle m'a dit qu'elle souhaitait que tous ses clients gèrent leur divorce avec la même clarté calme et stratégique dont j'avais fait preuve. La plupart des gens laissaient l'émotion guider leurs décisions d'une manière qui leur coûtait cher, a-t-elle dit. J'avais abordé cela comme quelqu'un jouant aux échecs plutôt que de m'engager dans une guerre, et les résultats parlaient d'eux-mêmes. Je l'ai remercié pour son excellent travail et lui ai dit que j'espérais ne plus jamais avoir besoin de ses services professionnels. Nous avons toutes les deux ri de l'humour noir de cette déclaration. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes et je suis entré, me retournant pour voir Nicolas toujours assis à la table de la salle de conférence, visible à travers les parois vitrées de la salle de réunion. Il semblait perdu, d'une manière qui aurait pu me faire ressentir de la sympathie si je n'avais pas passé 3 ans à le regarder diminuer systématiquement ma valeur. Les portes se sont fermées et je suis descendu dans le hall, sortant sous un soleil d'après-midi qui semblait plus chaud qu'il n'aurait dû l'être pour une fin d'hiver. 6 mois après la finalisation du divorce, j'étais assise dans mon appartement un samedi matin avec un café préparé exactement comme je l'aimais, fort et noir, sans rien pour diluer la richesse amère que j'en étais venu à préférer. Mon appartement était devenu entièrement le mien, d'une manière qui allait bien au-delà de la propriété légale. La poterie faite à la main des cours de Monique remplissait les étagères ouvertes de ma cuisine, chaque pièce représentant un mercredi soir que j'avais passé à apprendre à créer quelque chose de beau de mes propres mains. Mes livres étaient rangés dans un ordre qui n'avait de sens que pour moi, organisés par le moment où je prévoyais de les lire plutôt que par auteur ou genre. La lumière du matin entrait par des fenêtres habillées de rideaux que j'avais choisis sans tenir compte de l'opinion de quelqu'un d'autre. Un bleu profond qui rendait l'espace calme et paisible. J'avais continué à enseigner à l'école primaire de Saint-Martin où la confrontation publique avec Nicolas avait eu lieu. Si quoi que ce soit, les autres enseignants me traitaient maintenant avec une chaleur et un respect supplémentaires, comme si j'avais passé une sorte de test en me défendant devant des témoins. Mes élèves de CE1 cette année-là étaient un groupe particulièrement charmant, plein de curiosité, d'énergie et du genre de questions qui me faisaient réfléchir attentivement à la manière d'expliquer des idées complexes de façon à ce que des enfants de 7 ans puissent les comprendre. J'avais investi dans mon enseignement une énergie qui était auparavant détournée vers la gestion des besoins et des humeurs de Nicolas. Mes plans de cours étaient plus créatifs. Ma patience avec les élèves difficiles était plus grande. Mon enthousiasme pour le travail lui-même était revenu d'une manière que je n'avais pas connue depuis mes premières années d'enseignement. Le prix d'institutrice de l'année qui avait tout déclenché était maintenant sur une étagère dans mon appartement, à côté de la poterie que j'avais faite. Un rappel que mon travail avait de la valeur, que quelqu'un à la maison le reconnaisse ou non. J'avais renoué avec de vieux amis et m'en étais fait de nouveau grâce à mon cours de poterie et au club de lecture auquel Camille m'avait invité. Ma vie sociale existait entièrement selon mes propres termes maintenant, construite autour de personnes qui ajoutaient de la valeur à ma vie plutôt que de m'en drainer l'énergie. Ma sœur Chloé était devenue l'une de mes plus proches confidentes. Notre relation s'approfondissant maintenant que je n'avais plus à prétendre que tout allait bien dans mon mariage. Nous nous parlions au téléphone plusieurs fois par semaine et nous nous retrouvions pour un brunch tous les dimanches. Des conversations qui allaient de discussions sérieuses sur le vieillissement de nos parents à des débats idiots sur les émissions de télé-réalité que nous regardions toutes les deux. Léa m'a appelé un soir au début du printemps avec des nouvelles qu'elle avait entendues via le réseau de rumeurs du cabinet d'avocats qui la reliait encore à des gens qui connaissaient Nicolas professionnellement. Elle a préfacé l'information en demandant si je voulais même entendre des nouvelles de lui. Et j'ai failli dire non, mais la curiosité l'a emporté. L'association que Nicolas avait traitée comme inévitable avait été reportée d'au moins 1 an.
Les associés principaux avaient invoqué des préoccupations concernant son jugement et sa stabilité pendant ce qu'ils ont décrit comme une période personnellement difficile. Le divorce et les circonstances qui l'entouraient avaient atteint la direction du cabinet par des canaux que Nicolas n'avait pas contrôlés. Ils avaient décidé qu'il devait faire preuve d'une excellence professionnelle soutenue avant d'envisager de l'élever au rang d'associé. Léa a dit que sa source indiquait que Nicolas avait été furieux mais n'avait d'autre recours que d'accepter la décision d'essayer de faire ses preuves au cours de l'année à venir. La chose qu'il avait valorisée plus que notre mariage, l'accomplissement qu'il avait utilisé pour justifier de me traiter comme si j'étais inférieur à lui, avait été retardé en partie à cause de la façon dont il avait géré notre relation. Je n'ai ressenti aucune satisfaction de cette nouvelle, ce qui m'a surprise. J'avais imaginé, pendant les premières semaines après mon départ, que j'apprécierais de savoir que ses actions lui avaient coûté professionnellement. Mais assise dans mon appartement, écoutant Léa partager cette information, je n'ai ressenti qu'un sentiment lointain que la justice avait été rendue d'une manière que je n'avais ni orchestrée ni contrôlée. L'univers avait apparemment sa propre façon d'équilibrer les comptes sans nécessiter mon implication continue. J'ai dit à Léa que j'appréciais qu'elle partage l'information, mais que j'étais prête à cesser de suivre la vie de Nicolas et à me concentrer entièrement sur la construction de la mienne. Elle a immédiatement compris ce que je voulais dire sans nécessiter d'explications supplémentaires. Nous sommes passés à d'autres sujets de conversation et j'ai réalisé que Nicolas devenait ce qu'il aurait dû être depuis le début. Une personne de mon passé plutôt que quelqu'un qui occupait de l'espace dans mon présent. Assise dans mon appartement alors que le printemps arrivait, apportant un temps plus chaud et des jours plus longs, j'ai réfléchi à ce que la vengeance signifiait réellement dans le contexte de mon divorce. La vengeance n'avait pas consisté à détruire Nicolas, bien que le règlement financier et l'impact sur ses aspirations d'associer lui aient certainement causé des difficultés. La vengeance n'avait pas consisté en une humiliation publique, bien que la confrontation à mon école et les ragots qui ont suivi aient endommagé son image soigneusement cultivée. La vraie vengeance était plus simple et plus profonde. La vengeance, c'était la paix. Se réveiller chaque matin sans anxiété quant à l'humeur que je trouverais en descendant. Passer mes journées sans marcher sur des œufs, sans surveiller mon ton ou me demander si un commentaire anodin déclencherait une dispute. Rentrer à la maison dans un silence accueillant plutôt que tendu. La vengeance, c'était de me choisir après avoir passé 3 ans à choisir quelqu'un d'autre. Récupérer l'énergie et l'attention que j'avais investie dans une personne qui considérait mon amour comme une faiblesse et mon soutien comme un dû. Comprendre que j'avais toujours été exactement de la bonne taille, exactement au bon niveau, exactement assez, et que l'incapacité de Nicolas à le voir reflétait sa déficience plutôt que la mienne. J'étais une enseignante qui façonnait de jeunes esprits et faisait une différence dans la vie des enfants qui se répercuterait sur des générations. C'était assez. Cela avait toujours été assez. Et si jamais Nicolas comprenait ce qu'il avait perdu ou la femme qu'il avait aimée inconditionnellement avant qu'il ne lui apprenne que certaines personnes ne méritent pas un amour inconditionnel, il serait bien trop tard. La femme qu'il avait tenté de diminuer s'était avérée plus forte qu'il ne l'avait jamais imaginé. Elle était partie avec sa dignité intacte et son avenir brillant de possibilités. Et elle buvait son café exactement comme elle l'aimait, dans un appartement qui était entièrement le sien, un samedi matin qui n'appartenait à personne d'autre qu'à elle-même. Cette histoire de vengeance calculée et de pouvoir reconquis vous a absolument captivé. Écrasez ce bouton j'aime tout de suite. Ma partie préférée a été quand Manon s'est tenue dans ce hall d'école et a calmement dit à Nicolas qu'elle avait pris son propre appartement, regardant son monde entier s'effondrer en temps réel. Quel a été votre moment préféré de son parcours? Laissez-le dans les commentaires ci-dessous. Ne manquez pas d'autres histoires puissantes de force et de justice comme celle-ci. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer une publication.